Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de Discusen, un podcast dédié à l'actualité et créé par des étudiants ICN Business School. Je suis Férouz et je vais vous accompagner durant toute cette émission au cours de laquelle nous allons accueillir deux intervenants étudiants également, Dounia et Anton. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour à vous. Donc comme on sait tous, le contexte actuel mondial est caractérisé par une relation de tension entre la Russie et l'Ukraine, mais pas que, puisque d'autres pays se sont exprimés à ce sujet, qui est assez complexe. Et pour tout bien comprendre, eh bien, il convient de remonter à l'histoire géopolitique qui inclut la Russie et sa relation avec les autres pays, en particulier l'Ukraine et les États-Unis. Ainsi, donc, plusieurs questions peuvent se poser, dans un premier temps concernant les origines du conflit, et ensuite sur les événements récents, et puis éventuellement sur les enjeux qu'il y a derrière. Dans un premier temps, on va faire appel à l'histoire pour bien comprendre comment a débuté cette guerre. Et puis ensuite, on abordera la partie actualité. Alors on va commencer cette explication de tout ce conflit avec la partie historique, avec Dounia. Alors bonjour Dounia, est-ce que tu peux contextualiser un peu dans un premier temps quelles sont les relations entre la Russie et l'Ukraine ? Oui, Férouz, alors les relations entre la Russie et l'Ukraine sont des relations internationales, bilatérales qu'entretiennent la Russie et l'Ukraine, qui sont deux États limitrophes de l'espace post-soviétique. Ces relations, complexes depuis la dislocation de l'URSS et l'accession de l'Ukraine et de la Russie à l'indépendance en 1991, sont émaillées de plusieurs différends économiques, notamment à cause des conflits gaziers, et se sont amplement tendues depuis 2014 jusqu'à atteindre l'état de guerre dans le cadre du conflit russo-ukrainien en raison de la crise de Crimée, qui voit bien sûr la Crimée et le Sébastopol être annexés unilatéralement par la Fédération de Russie à la suite du référendum de 2014. Très bien, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le Sébastopol ? Oui, bien sûr. Alors le Sébastopol, tout simplement, ça définit les territoires qui sont ukrainiens depuis 1954, non reconnus par la majorité de la communauté internationale, mais aussi en raison de la guerre du Donbass, dans laquelle la Russie est impliquée en y orchestrant une guerre hybride. La Russie dispose d'une ambassade à Kiev et de consulats à Kharkiv, à Lviv et Odessa. L'Ukraine, quant à elle, a une ambassade à Moscou et des consulats à Rostov-sur-le-Don, Saint-Pétersbourg, Ekaterinbourg, Tioumen et Vladivostok. Puis, le 24 février 2022, l'Ukraine annonce rompre ses relations diplomatiques avec la Russie après le début de l'invasion russe au cours de la guerre russo-ukrainienne. D'accord, et concernant l'indépendance ukrainienne, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Oui, alors cette indépendance est avortée. Elle a duré de 1917 à 1921. À la suite de la révolution de février 1917, le Conseil central de l'Ukraine, qu'on appelle plus communément Rada centrale, proclame l'autonomie de l'Ukraine, puis à la suite du coup d'État bolchevique, la République plus populaire ukrainienne. Le gouvernement bolchevique cherche à écraser militairement le nouvel État, mais est obligé de le reconnaître à la suite du traité de Brest-Litovsk. En 1917-1920, les indépendantistes ukrainiens tentent de faire face à la fois aux bolcheviks et aux armées blanches russes. En 1921, ils perdent définitivement, mais la guérilla indépendantiste continue pendant encore quelques années, notamment à Kholodny Yar. Très bien. Alors on parle souvent de d'Holodomor. Alors parfois il y en a qui savent comment l'expliquer, d'autres qui savent pas exactement ce que c'est. Est-ce que tu peux nous dire comment ces événements ont impacté l'histoire de l'Ukraine ? Oui, bien sûr. Alors, en 1920, la République socialiste soviétique d'Ukraine, qui est la république constitutive de l'URSS, est instaurée, absorbant le territoire de l'ancienne République populaire ukrainienne, fondée en mars 1917, à la suite de la Révolution russe. Entre 1932 et 1933, sous Staline, une grande famine sévit en Ukraine, qu'on appelle l'Holodomor, qui aurait fait entre 4 et 7 millions de morts ukrainiens. Au début du XXIe siècle, la responsabilité des autorités soviétiques dans la genèse et l'ampleur de la famine est généralement reconnue à travers la collectivisation, les campagnes de dékulakisation, les réquisitions excessives de denrées alimentaires auprès des paysans et les limitations aux déplacements imposés en pleine famine. Mais de nombreuses divergences d'analyse persistent entre historiens sur l'importance relative des différents facteurs qui ont engendré la famine, aussi sur les visées réelles de Staline. La question est donc de savoir si l'Holodomor constitue ou non un génocide, et c'est une question qui reste âprement débattue. Et fin 2006, l'Ukraine a officiellement qualifié l'Holodomor de génocide, qualification reconnue par un certain nombre de pays, dont les États-Unis.
Le caractère génocidaire de cette famine est cependant contesté par le Kazakhstan et la Russie, qui arguent notamment que l'Ukraine n'a pas été la seule république touchée et n'est pas reconnue par l'ONU. Le Parlement européen a quant à lui reconnu en 2008 l'Holodomor comme un crime contre l'humanité, jugeant qu'il s'agissait d'une famine provoquée et d'un crime contre le peuple ukrainien et contre l'humanité en général. D'accord. Et après la chute de l'URSS, donc en 1991, que s'est-il passé? Alors on va parler à ce moment-là d'Ukraine indépendante. Alors à la suite de la dislocation de l'URSS en 91, l'Ukraine possédait le troisième plus gros arsenal nucléaire au monde, mais retourna de 94 à 96 ses 1900 armes nucléaires stratégiques à la Russie pour qu'ils soient démantelés en application du mémorandum de Budapest. Les relations russo-ukrainiennes sont tendues, notamment à cause de la Crimée, abritant la flotte de la mer Noire, de la marine russe, mais aussi en raison de la mer d'Azov, partagée entre les deux États, et se détériore grandement à la suite de la révolution orange en 2004 et des crises gazières de 2006 et 2008. Moscou tente cependant entre 2010 et 2014 de renouer avec des relations plus amicales avec l'Ukraine sur le plan économique, politique, mais aussi social. Considérable en Ukraine, les intérêts économiques russes contrôlent des parts de marché dans le secteur de l'énergie, mais aussi dans celui des médias. D'accord, donc sur le plan économique, d'accord, mais sur le plan politique, qu'a fait la Russie? Alors sur le plan politique, la Russie a soutenu de nombreux hommes politiques ukrainiens lui étant favorables dans le but de contrer le jeu diplomatique des États-Unis et d'éviter que l'Ukraine ne rejoigne l'OTAN. Toutefois, en août 2008, la détérioration des relations russo-ukrainiennes se poursuit à l'occasion de la guerre entre la Géorgie et la Russie, et le président ukrainien a en effet déclaré que l'Ukraine est l'allié de la Géorgie. Kiev reconnaît avoir livré des armes à Tbilissi. Une enquête a d'ailleurs prouvé que des volontaires ukrainiens avaient été envoyés auprès des Géorgiens lors du conflit. L'Ukraine avait également menacé de restreindre militairement les activités de la base navale russe de Sébastopol et de la fermer aux croiseurs lance-missiles Moskova de retour des rivages abkhazes. D'accord, donc ça c'est une explication historique qui est très très complète, comme vous pouvez le voir. Est-ce que tu peux, Dounia, nous en dire plus sur le déclenchement soudain de la guerre? Alors oui, il y a eu un regain de tension qui commence fin 2021. En fait, la Russie a déployé entre 100 000 et 150 000 hommes à la frontière avec l'Ukraine. En réaction, 100 000 réservistes et des groupes de civils armés ukrainiens se préparent à une possible invasion. Des pourparlers entre la Russie et les États-Unis aboutissent à une baisse de tension en janvier 2022. Le 13 janvier, à Bruxelles, une réunion diplomatique réunit des envoyés russes et ceux de l'OTAN. Et là, fin janvier, les États baltes sont autorisés par les États-Unis à transférer à l'Ukraine des armes américaines, dont des missiles anti-chars Javelin et des obusiers de 122 mm. Des exercices militaires russes à proximité de la frontière nord de l'Ukraine et en Crimée sont déclenchés au lendemain d'annonces de l'OTAN sur le déploiement de nouveaux moyens militaires en Europe orientale. Il y a donc 8500 soldats américains qui sont placés en état d'alerte. Puis le 24 février 2022, après des mois de tension crescendo, l'armée russe lance une opération militaire de grande ampleur contre l'Ukraine. Le même jour, l'Ukraine rompt ses relations diplomatiques avec la Russie. Merci Dounia pour cette explication bien détaillée. Donc là c'est bien parce que tu fais un peu le lien avec notre deuxième partie qui est celle de l'actualité de ce conflit et qui va être donc expliquée par Anton. Alors Anton, tu peux peut-être revenir sur ce qui s'est passé en Ukraine, même si on vient d'en parler, et donner un peu ton analyse là-dessus. Tout à fait. Alors en fait à partir du 24 février, on a eu des opérations militaires sur le territoire ukrainien, sur tout le territoire ukrainien en fait, notamment des bombardements, donc c'est des opérations militaires très ciblées pour le moment, avec également des interventions de troupes au sol, que ce soit au nord via la Biélorussie, également à l'est, donc par la région du Donbass dont on a déjà parlé, et également au sud par la Crimée. On a du coup, en raison de ces interventions, énormément de victimes, puisque les bombardements ont fait notamment 300 blessés, 137 morts côté ukrainien et 50 côté russe au niveau militaire, ça. Et on a également des déplacés ukrainiens qui partent du coup vers la Pologne, ce qui crée de gros problèmes dans le pays, de gros blocages au niveau des routes,
On parle même aujourd'hui, donc samedi 28 février, de 100 000 personnes qui sont arrivées en Pologne et qui donc cherchent à fuir la guerre. Donc au-delà des frontières, on a des réactions autour du monde, évidemment, par rapport à ce conflit. Mais d'abord, on a le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui communique beaucoup sur les réseaux sociaux, a notamment invité les Européens aguerris à combattre en Ukraine. Il demande également surtout des armes aux Européens. Les États-Unis ont par exemple proposé d'exfiltrer le président, mais il a refusé. Il demande uniquement des munitions, a-t-il dit. On voit bien l'appel qu'il demande, et il a également, de manière plus concrète, mobilisé toute sa population, puisque tous les hommes entre 18 et 60 ans doivent rester et se mobiliser pour combattre l'armée russe. Donc on voit bien cette mobilisation ukrainienne, alors tandis que l'OTAN finalement dit beaucoup de choses, a évoqué que la Russie paiera le prix fort. Je cite Joe Biden, a dit que leur agression leur coûtera cher, mais il a néanmoins exclu toute opération militaire en Ukraine. Donc concrètement, les sanctions restent tout à fait de l'ordre économique en fait. On parle notamment du gel des avoirs et des actifs des oligarques russes, dont Vladimir Poutine, à l'étranger, donc leurs biens à l'étranger en fait. On parle également de l'arrêt des financements via des banques occidentales pour les personnes et les entreprises russes. Et on parle également d'une autre sanction qui fait plus débat, qui est la fin du système SWIFT, qui permet en fait les virements entre les entreprises à l'international. C'est ce qui permet tout simplement le commerce à l'international en fait. Et ceci est tout à fait discuté au sein de l'Union européenne, puisque les Allemands pour l'instant n'ont pas donné leur accord pour empêcher, pour que ce système s'arrête en Russie, pour le bloquer en Russie, puisqu'ils ont besoin du gaz et donc de commercer avec ce pays. Donc pour l'instant on a encore beaucoup de discussions. Les sanctions vont évidemment mettre beaucoup de temps à arriver, et c'est ce que les Ukrainiens craignent, puisque pour l'instant ils sont un petit peu seuls sur le terrain, et veulent évidemment que ces sanctions arrivent plus vite et qu'il y ait des actions plus concrètes. D'accord, mais que veut exactement Poutine en fait dans cette histoire ? Alors, à la base, Vladimir Poutine, ce qu'il voulait tout simplement, c'était ce qu'on appelle la finlandisation de l'Ukraine en fait, c'est-à-dire la neutralité totale, et de créer donc de ce pays comme une zone tampon entre l'OTAN et donc la Russie. Maintenant, il semble plus vouloir, puisque il a gagné un argument de poids. Il a maintenant un rapport de force grâce à son intervention militaire. Il semble plutôt vouloir changer le régime d'ailleurs qu'il qualifie de néo-nazi, le régime ukrainien. Il semble vouloir créer un régime plutôt pro-russe, évidemment, et il a également menacé l'Occident si jamais il s'opposait à l'intervention par rapport à ce régime. D'accord. Merci Anton pour cette explication. Je pense que là vraiment tout est expliqué. On a expliqué la manière la plus globale possible les effets historiques et puis ce qui se passe en ce moment. Donc là, c'est vraiment l'essentiel de ce que vous devez savoir. Bien sûr, ça ne vous empêche pas d'aller vous informer par vous-même. Donc peut-être un petit mot de conclusion à tous les deux, Dounia, Anton, un petit mot de conclusion pour clôturer un peu cette petite émission. Tout à fait. Alors, ce qu'on pourrait se dire, c'est que va-t-il se passer en fait dans les prochains jours ? Alors maintenant, la question qu'on se pose, c'est d'abord que va-t-il se passer en Russie ? On voit qu'on a par exemple Facebook qui a été bloqué, donc est-ce qu'on va avoir une censure et donc aucune réaction du côté de la population russe, ou est-ce que justement ils vont réagir à la suite des sanctions qui vont leur être imposées ? Pour l'instant, c'est des questions qui restent en suspens et dont on attend un petit peu plus de précision, et dont on va voir ce qu'ils vont en donner. Exactement, parce que c'est assez imprévisible. On sait que la Russie est un pays qui est assez... celui qui gouverne ce pays est assez imprévisible. Et ce qu'il faut aussi se dire, c'est qu'il y a plusieurs débats. Ça relève aussi la question de l'interdépendance entre les pays, donc que ce soit économique ou alors au niveau politique. Donc il y a plein de questions qui sont intéressantes. Dounia, peut-être un dernier mot pour la fin ? Oui, alors, mon avis pour un petit peu le futur, et puis je vais parler notamment de l'Europe. Alors, l'Ukraine est un pays européen
Donc ça engage énormément de pays dans le monde, pas forcément européens, comme il y a les États-Unis, bien sûr. Alors, cette guerre va directement impacter l'Europe, bien sûr, la France, et puis il y a pas mal de pays qui ont engagé donc, des sanctions envers la Russie pour, dissuader un petit peu les Russes et Poutine de vouloir attaquer l'Ukraine. Il y a eu une proposition de pourparlers entre l'Ukraine et la Russie, proposée par Poutine. Alors, l'opinion mondiale défend à l'Ukraine d'accepter ce pourparler parce que ce serait un petit peu y aller sous la menace, disons, puisque la Russie a l'air plus forte et notamment grâce à ses armes nucléaires. Donc le tout serait de savoir l'issue en fait de ce conflit. Est-ce qu'il va engager une guerre mondiale? Et puis tout simplement, on espère que les pourparlers auront bel et bien lieu en terrain neutre et qu'ils permettront de cesser ce conflit et puis cette situation qui impacte le monde entier. Alors merci Dounia et merci d'ailleurs à tous les deux pour vos explications. Nous allons maintenant clôturer cet épisode et on vous dit à très vite pour de nouvelles discussions qui, on l'espère, permettront à chacun de s'enrichir sur des sujets toujours plus variés. On vous le rappelle, n'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Instagram où on publie régulièrement des posts actualités. Vous pouvez consulter également notre site internet où vous trouverez les magnifiques fiches lecture de Dounia et plein d'autres choses à venir. Si vous avez des questions ou des suggestions sur des thèmes que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous contacter en DM sur Instagram. L'équipe d'Iscusen vous dit à très bientôt.